Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et va parler de cet ouvrage-là, NLP2, The Next Generation, écrit par Robert Dills et Judith Delosier. Je vous ai déjà fait des vidéos sur Robert Dills, en tout cas sur des speeches qu'il a fait, sur Judith Delosier que je trouve génial également. Je vous avais fait des speeches, je crois que c'était pendant les réunions NLP proposées par le groupe malaisien. Et je trouve que c'est vraiment super sympa ce qu'il propose. J'aimerais bien me former un peu plus avec Delosier. Je pense que je vais essayer de choper ça cette saison. Et Robert Dills, c'est qu'il est souvent à Paris. Et il faut vraiment que je me bouge à aller le voir soit à Paris, soit carrément partir aux US pour aller faire tout son séminaire de coaching intégratif. Même si sur pas mal d'aspects, je pense que ça ne me correspond pas nécessairement. Bien que on ne sait pas où est-ce que ça peut emmener ma tête. Alors, qu'est-ce que j'aime bien dans ce bouquin là, je suis au début, hein, donc je vous parle de l'intro. Je trouve qu'il y a un truc chouette, c'est il nous parle de l'évolution de la PNL. Il nous redonne des définitions, je trouve sympa parce qu'on ne retrouve pas forcément aussi clairement les définitions. Euh, le process basique de la PNL pour entraîner les changements, c'est identifier l'état présent de la personne, de l'équipe, de l'organisation et du système, ajouter une ressource appropriée pour emmener cette personne, cette équipe, cette organisation, ce système à un état désiré. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu tout ce qui était PNL New Code, c'était vraiment remis énormément en valeur dans PNL New Code. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai fait en sorte d'avoir une traduction de Whispering in the Wind, je crois, de Grinder et de Bosic, donc sa femme, sur le New Code. Il n'est pas en français. J'ai réussi à avoir une traduction pas toujours top, mais qui ressemble à quelque chose. Et je vais tenter également, j'avais déjà commencé un petit peu à vous en faire un feedback, de continuer là-dessus parce que je trouve qu'il y a des éléments dans le New Code qui sont intéressants, même si moi j'avais pas accroché particulièrement le séminaire. Donc ça, c'est vraiment un des points de base, une des sources de la PNL. Et cette idée à toujours avoir, alors pour les hypnotistes, hein, c'est dans quelle problématique il y a, dans quel type de transe je vais les faire rentrer pour travailler un ensemble de suggestions et d'états ressources ou de recadrage pour permettre d'obtenir possiblement un nouveau comportement. Et puis, si on va plus vers du causal, sur une création de différents patterns ou en tout cas de réorientation de patterns dissonants. Euh, ce que je trouve assez intéressant là dans le bouquin, il nous parle un peu d'ontologie et d'épistémologie de la PNL. Bon, ça, je vous invite à le bouquiner. Ce qui est chouette là, c'est cette différence qu'ils font entre les générations. La première et la deuxième génération, ce qu'il explique, c'est que la première génération et ses outils techniques sont focalisés sur les problèmes à résoudre à des niveaux comportementaux et de capacité. D'accord? Donc on est bien sur une logique de thérapie brève avec cette notion solutionniste d'un comportement et d'une capacité, d'une possibilité. C'est intéressant à prendre en compte parce que parfois, dans notre sémantique, on peut se dire non mais je fais une thérapie brève mais je vais bosser sur le causal. Non, le causal est beaucoup plus long à prendre en compte, même si on peut bien sûr se dire je vais étudier le causal pour travailler le symptôme. Néanmoins, c'est pas l'origine de la thérapie brève qui a été plus ou moins définie, même plus que moins, par Allais et par Erickson. On a vraiment ce côté où ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un feedback solutionniste à la fin de session qui est un mieux sur l'état, si on reprend le mot PNL, sur la façon de percevoir sa problématique et puis factuellement sur les comportements internes et externes qu'on peut avoir. Et donc, il disait que la majeure partie du cheminement est d'aller sur l'esprit cognitif, donc sur l'aspect cognitif. D'accord? Et ça s'est focalisé sur les stratégies du cognitif.
on a des outils de base qui sont vraiment la base de la PNL, qui sont les métamodèles, les représentations, les systèmes de représentation qu'on a, les submodalités, les ISQs, les encres, les reframing en 6 étapes, le changement d'histoire personnelle, le visual squash, la dissociation, le générateur de nouveaux comportements et les métaphores au travers du Milton Model et du langage hypnotique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que c'était focalisé sur l'individu et en l'occurrence dans un contexte thérapeutique. Et moi, je me souviens quand j'ai étudié la PNL, vu que j'ai dû étudier au travers d'un concept de deuxième génération, parce que c'était en cours avec des profs quand j'étais en BTS, et d'entrée, eux, ils ont parlé plutôt de business, de comment parler. Et d'ailleurs, c'est un peu cette notion qui est vendue et que beaucoup de personnes ont en tête en se disant la PNL, c'est quelque chose qui est basé pour mieux communiquer. D'ailleurs, moi, c'est souvent comme ça que je le présente à quelqu'un d'autre. Alors que là, quand il réintroduit, il dit c'était avant tout pour avoir une découverte du monde subjectif et de la manière dont on peut travailler sur le monde subjectif de tout à chacun, c'est-à-dire le monde interne. Plus que la communication, bien que la communication en interne fait partie du monde subjectif. Et je me souviens quand je suis revenu dessus, par tout mon cheminement énergétique, PNL, mais qui était plus de la PNL deuxième génération, hypnose, pour revenir sur de la PNL, à me dire, mais attends, il manque vachement d'outils, je trouve, thérapeutiques, je trouvais que la PNL, justement, n'était pas assez axée thérapie. Or, pourtant, c'était quand même le cœur de la première génération, parce que souvenez-vous, ils sont modélisés, Pearls, Satir, Erickson, Bateson, pour montrer et trouver les moyens d'aller vers un succès thérapeutique ou un mieux-être thérapeutique. Donc ça, c'est l'idée de la première génération. La deuxième génération, dès lors, elle s'est ouverte sur un niveau supérieur au niveau des problématiques et trouver ce qui va se passer sur les croyances, les valeurs et les métaprogrammes. La seconde génération technique va intégrer des distinctions comme la ligne du temps, les niveaux neurologiques, les perceptions, les positions perceptuelles. Ce qui, à un autre moment, ils vont s'axer pour inclure des notions d'application du management, négociation, vente, éducation et santé. Donc, c'est intéressant de se dire, effectivement, la première génération devait être plus thérapeutique, la deuxième était plus ce qu'on connaît aujourd'hui sur le coaching, le management et la communication interpersonnelle ou une communication dite effective. Et on va retrouver en termes d'outils, Slate of the Mouse Pattern, la psychogéographie, les métamirrors, les procédures de changement de croyance, la stratégie d'imagerie, la stratégie de génie, le reimprinting, les intégrations des conflits de croyances, la thérapie des parties, les neurological level alignment, et il disait, et en plus de la seconde génération, la première génération a bossé aussi dessus, Michael Hall qui a fait les metastates, Bendler le design human engineering et Grinder et Delosier NLP New Code. Enfin, la troisième génération, c'est assez intéressant, ça reprend en fait les éléments des deux premières générations, un monde, le monde cognitif qui émerge du brain, de l'esprit, du cerveau, le monde somatique, donc avec le corps, et de field mind, donc on va dire le terrain, l'esprit du terrain, qui va faire toutes les connexions et relations sur un système plus large. Et ça va entraîner des notions qui sont intéressantes. Donc les techniques de troisième génération vont se centrer sur l'aspect somatique, le développement d'un meilleur rapport avec les autres, de la connexion et des relations, de la sagesse et de la guidance vers des systèmes d'intelligence collective. La troisième génération va intégrer des principes de self-organisation, des archétypes, et ce qui va appeler la quatrième posture. Ce qui permet d'être la sensation de faire partie d'un système plus large. Vous savez, on avait vu la troisième position en New Code, qui était cette notion de dissociation et de se regarder en train de faire quelque chose, en train de se faire quelque chose. En fait. Et les techniques, ça va être le centrage, les jeux internes pour trouver sa zone interne d'excellence,
l'ouverture des champs, les changements génératifs sur lesquels maintenant Gilligan et Diels travaillent continuellement, les holding difficult feelings, j'y arrive pas à vous le traduire comme ça, l'énergie archétypale d'intégration, le héros journée, là, le voyage du héros, que vous voyez beaucoup chez Gilligan, Gilligan Deals d'ailleurs qui ont fait un truc ensemble, les barrières de transformation de croyances, en faisant des ponts de croyances, de construction de croyances, la promotion de l'intelligence collective et la collaboration générative. Et en gros, la troisième génération va amener des cadres et des valeurs qui ont été précédemment utilisés par la PNL et se placer davantage sur le génératif, l'empowerment, la connexion, la relation, l'harmonie, la transformation. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette mise à plat de ce que représente la troisième génération et les différences et l'évolution que ça donne avec ce rapport de plus en plus systémique de la PNL et du rapport non plus individuel mais commun. Et dès lors, ça peut arriver, et d'ailleurs j'avais lu quelques articles là-dessus, sur une quatrième génération qui est quasiment plus spirituelle dans ce schéma-là. Et c'est intéressant comment on le définit Diels. De mémoire, c'est 2010. Attendez, je vous le dis tout de suite parce que ma mémoire, hop, elle est à vérifier. 2010, que ça a été produit, cet ouvrage-là. Donc c'est quand même assez cool de voir ça. Effectivement, ça a dû encore évoluer, ça va encore évoluer. Et je trouve ça très très sympa. Voilà, en souhaitant que ça a pu vous donner des idées, ça vous donne aussi l'envie de lire ce petit bouquin. Et de voir où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre apprentissage de la PNL. Est-ce que votre école de coaching, votre école de PNL, votre école d'hypnose vous a fait apprendre quel type de PNL et comment vous placez? Parce que moi, ce qui m'avait manqué, c'est que je pense qu'en étudiant d'origine la PNL deuxième génération, moi, ce qui m'intéressait, c'était celle de la première génération. Et c'est pour ça que je suis aussi passionné par les métamodèles, le Milton Model, la manière de communiquer, la manière de transformer les croyances, même si là on pourrait dire que c'est de la troisième génération, mais en tout cas les perceptions de pas mal de choses des partenaires pour qu'ils puissent se sentir mieux. Et c'était le côté thérapeutique. Donc ça reste intéressant de s'y interroger parce que nous ça nous permet de placer, ça nous permet aussi peut-être d'aller prendre des techniques ou changer notre état d'esprit de la PNL. C'est ce qu'il disait, c'est une espèce de paradoxe la PNL, en tout cas l'état d'esprit qu'il souhaite, parce que c'est plus un mindset la PNL qu'un ensemble de techniques, c'est d'accepter cette espèce d'ambivalence constante dans toutes les choses. D'ailleurs il y a eu un petit truc, allez, vu que j'ai complètement dépassé, on s'en fout, que j'ai trouvé très sympa, je vous le retrouve, si je vous le retrouve, c'est ça. Frank Baron a passé sa carrière à étudier le génie créatif. Il a synthétisé ce qu'il a appris dans des caractéristiques fondamentales. Le génie créatif est la capacité d'être confortable dans l'incertain, la capacité de voir et de s'adapter aux opposés, aux paradoxes, et être persistant. Je trouve ces trois points-là intéressants, parce que justement, ça nous impose à aller sur cette espèce de flexibilité dans la PNL, et pas rester PNL, hypnose, sur des absolus, sachant que, et il en met beaucoup en avant, la carte n'est pas le territoire, chacun a sa carte, et en plus le territoire n'est pas le territoire, vu que déjà si on estime que c'est le territoire peut évoluer, et que la PNL de 70 n'est pas la PNL de 2020, etc., etc. Donc ça nous laisse toujours cette notion de mouvement, et ne pas avoir une logique figée, même si nos bases restent les mêmes, en l'occurrence la première génération. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.